véhicules. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. Au ministère des Biens Warf, les opérations d'enregistrement se poursuivent. Et le principal bastion de l'État islamique a été libéré par la force irakienne. Il s'agit notamment de la seconde ville d'Irak, Mossoul. Voilà, donc c'était les titres. Merci de nous rejoindre. Les opérations d'enregistrement des pèlerins pour l'année 2017 s'est poursuivies toujours au siège du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Ces opérations ont débuté, rappelons-le, le 5 juillet dernier, quelques jours après le tirage au sort organisé par le ministère en charge sur la chaîne nationale. Au total, 1100 Djiboutiens effectueront cette tâche religieuse cette année, selon les responsables du ministère des Affaires musulmanes. Le processus d'enregistrement des pèlerins qui ont été tirés au sort se déroule donc sous la supervision du directeur des Affaires musulmanes, Al-Saleh Ahmed Abdallah, jusqu'au 20 juillet prochain. Rappelons que le ministère des Affaires musulmanes, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, a annoncé qu'il a pris toutes les mesures et les procédures nécessaires pour permettre cette année aux pèlerins d'accomplir les rituels du Hajj dans les meilleures conditions. Notons que les frais pour le Hajj cette année s'élèvent à 380 000 francs. Et les pèlerins ont exprimé donc leur satisfaction pour le bon déroulement donc de ces opérations d'enregistrement et ont salué les efforts menés par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. golaha sare islaamka Itoobiya waa $5,000 $200 baa ka dhima qofka xaajiga Soomaaliya sida kadalika soo kale marka ijraa'aadkoogana isbedel weyn baa lagu sameeyay xagga basaska xagga sharaaciyada xagga meelaha ay degan yihiin xagga dadka wadaya wala soo maro wafdi wasiirka hor socda dhawaan soo maray xaramka iyo meelihii lamida si fiican baa u socdaan ijraa'aadku. Et le directeur des Affaires musulmanes, Al-Saleh Ahmed Abdallah, et le chef du service du Hajj, Al-Umrah, Ousmane Awal Omar, ont exhorté donc les pèlerins djiboutiens à respecter le calendrier établi par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf pour l'enregistrement des pèlerins qui ont été tirés au sort cette année. Ils ont affirmé donc que toutes les mesures et les procédures nécessaires ont été prises pour le ministère et permettre aux pèlerins d'accomplir les rituels du Hajj dans les meilleures conditions. Les responsables du ministère ont précisé que les différentes prestations en faveur des pèlerins sont encore plus performants que les années précédentes. Et toujours concernant le pèlerinage de cette année 2017, l'Institut national de santé publique de Djibouti a débuté ce matin la distribution des carnets des vaccinations à l'ensemble des pèlerins nationaux. À ce titre, les pèlerins ont reçu des vaccins contre 2 maladies infectieuses, à savoir la méningite et la fièvre jaune. Par ailleurs, ces vaccins permettront à nos pèlerins nationaux d'être protégés contre tout genre de maladies lors de leur séjour à la Mecque et à Médine. À cet effet, cette initiative s'inscrit selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et la programmation de l'Institut national de la santé publique de Djibouti, dont l'objectif premier est de protéger les pèlerins djiboutiens contre d'éventuelles épidémies qui nuiraient à leur santé lors de leur pèlerinage. Qu'on appelle communément température centrale ne varie pas au-delà de 37,5. Donc elle est de 37 degrés plus ou moins 0,5 et donc elle est stable. Quelles que soient les conditions climatiques dans lesquelles l'homme est amené à vivre, qu'elle soit en zone chaude ou en zone froide. Il existe dans l'organisme des mécanismes de régulation de la température. Si l'individu vit en zone froide, il arrive à produire de la chaleur qu'on appelle une thermogénèse. Si l'individu vit en zone chaude, comme c'est le cas dans notre pays, dans la République du Djibouti, l'homme arrive, ou la personne, l'organisme arrive à éliminer cet excès de chaleur qu'il reçoit par un mécanisme de thermorégulation ou de thermolyse. Et l'un des principaux mécanismes de régulation de cette température est la production de sueur. Donc il se passe au niveau de l'organisme une ouverture des pores cutanée et une vasodilatation qui arrive à faire sortir de l'eau, en fait de la sueur, sur laquelle le vent
arrive à refroidir l'organisme. Donc c'est un mécanisme de lutte contre la chaleur. Donc si la chaleur est excessive, cette dernière peut entraîner des conséquences sur l'organisme. Et ces conséquences, nous pouvons les répartir en trois catégories de façon très aisée. L'une des premières, c'est lorsque l'excès de chaleur, l'organisme n'arrive pas à l'éliminer. L'excès de chaleur qu'il reçoit soit par ensoleillement, soit par confinement dans un endroit qui est peu aéré. Cet excès de chaleur peut donner un coup de chaleur, comme on l'appelle communément, ou une insolation. Ce qui va entraîner une élévation de la température qui va aller au-delà des 37 degrés, allant jusqu'à un état fiévreux, 39 voire 40 degrés, avec comme conséquence des céphalées atroces, une fatigabilité, une somnolence, voire même une obnubilation et un coma qui peut nécessiter l'hospitalisation de la personne en urgence et amener des mesures de refroidissement. La deuxième conséquence qui est très commune en période de chaleur, c'est ce qu'on appelle la déshydratation, qui est la conséquence de cette sudation excessive. Dans la sueur, il y a des électrolytes, mais également de l'eau que l'on perd. Donc si l'apport quotidien n'équivaut pas la quantité perdue, l'individu peut rentrer dans un état de déshydratation, ce qui peut aussi avoir beaucoup de conséquences, des conséquences sur les reins, une insuffisance rénale fonctionnelle, des conséquences sur la productivité de l'individu qui va être très affaiblie avec une tension artérielle basse. Et si cette déshydratation n'est pas levée, elle peut aller jusqu'au coma et au collapsus, comme on le dit. L'une des troisièmes conséquences que l'on voit de façon très, très commune durant ces périodes, ce sont les crises de coliques néphrétiques chez les personnes qui ont des lithiases rénales ou ce qu'on appelle communément dans les jargons de notre pays des cailloux dans les reins. Donc ces individus, du fait que le rein réabsorbe l'eau, font des coliques néphrétiques en rapport avec des urines peu concentrées des urines peu concentrées. Nous le disions tout à l'heure, dans le cadre donc des préparatifs du pèlerinage, l'Institut national de santé publique de Djibouti a débuté ce matin donc la distribution des carnets de vaccination à l'ensemble des pèlerins djiboutiens. À ce titre, les pèlerins donc ont reçu des vaccins contre 2 maladies, notamment infectieuses, à savoir la méningite et la fièvre jaune. Par ailleurs, ces vaccins permettront à nos pèlerins nationaux d'être protégés contre tout genre de maladies lors de leur séjour à la Mecque et à Médine. À cet effet, cette initiative donc, qui s'inscrit selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de la programmation de l'Institut national de santé publique de Djibouti. L'objectif étant de protéger les pèlerins djiboutiens contre d'éventuelles épidémies qui nuiraient à leur santé lors de leur pèlerinage. Toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre de l'exécutif de la loi de finances portant sur la mise en place des caisses enregistreuses dans tous les commerces de la République de Djibouti, le ministère du Budget, en collaboration donc avec la direction des impôts et en partenariat avec la société japonaise BMC, a organisé ce matin à l'hôtel des impôts un atelier de formation de ces produits avec la participation des commerçants de la place. L'objectif étant de mettre ces caisses enregistreuses et d'améliorer la coopération entre l'administration fiscale et le commerçant. L'administration fiscale aura toutes les informations sur les recettes journalières réalisées par le commerçant. Cet atelier, donc animé par des experts, va durer une semaine. Des visites sur le terrain sont prévues également auprès des commerçants, toujours en collaboration avec la société japonaise BMC. Et à terme, ce projet va ramener l'efficacité des recettes pour l'administration fiscale et l'équité fiscale pour les contribuables. L'atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mebratou, en présence du directeur des impôts Saad Guelleh et du chef de projet Mohamed Alouane. À ce qu'on reste main dans les mains pour qu'on fasse tous nos efforts pour que ce projet soit un projet réussi, car c'est quelque chose qui est demandé jusqu'au plus haut niveau
Donc c'est une première à Djibouti. Et donc c'est quelque chose qui va beaucoup rapporter à la fois chez les commerçants et chez les, comment dirais-je, au niveau de gestion chez les commerçants, parce que nous constatons ces derniers temps que la plupart des commerçants en termes de gestion ne sont pas bien préparés lorsque nous demandons des pièces comptables. Donc ce serait un débit déjà de bien orienter leur gestion en termes de sécurisation des recettes dans leur caisse, mais aussi ce serait un délit au niveau de l'administration fiscale d'avoir, comme dirais-je, des commerçants qui commencent à se mettre en place. Donc une fois que ces machines seront installées sur les locaux commerciaux, donc les données qui sont saisies au temps réel, débit comme la boutique, vont être visibles au niveau des serveurs de la direction des impôts. Donc nous allons dans un premier temps commencer à installer quelques échantillons de la place. Ceci ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. On va étendre sur l'ensemble des marchés. Donc c'est un projet vraiment, vraiment très important. Donc je dis à tout le monde d'être comment dirais-je, flexible et comment dirais-je, pour les courriers qu'on vous envoie, donc répondre dans les délais et donc de montrer une bonne collaboration. Et à son tour, le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mobratou, est intervenu pour annoncer que l'exécution du projet de finances est une première à Djibouti et permettra une meilleure visibilité des recettes des contribuables auprès de l'administration fiscale. On l'écoute. Projet important donc d'installation de caisses enregistreuses. C'est un projet important parce que c'est une première étape de la modernisation et surtout modernisation et une bonne relation entre le contribuable et l'administration fiscale, une facilitation. Ce n'est pas, comme vous pouvez le penser, seulement un moyen d'espionner les activités des uns et des autres, mais c'est plus une facilitation. Il faut le considérer comme un pas positif, cette installation des caisses enregistreuses. C'est une nouvelle étape, mais c'est également aussi, ça s'inscrit dans la facilitation, la modernisation et la simplification des relations entre l'administration fiscale et les contribuables et les opérateurs économiques. C'est pourquoi il faut accorder une plus grande importance à cette formation que vous êtes en train de suivre. Comment veiller à une bonne installation, bonne utilisation et de toute façon des textes, un projet de décret sera mis en place pour décrire les modalités et surtout faire un bon usage de ces machines, parce que de ce bon usage dépendra des meilleures relations entre le contribuable et l'administration. Et en cas de difficulté, que ce soit technique ou de tout ordre, nous sommes disposés aussi à vous apporter tout l'appui. Le directeur général des impôts et toute son équipe, avec l'équipe des informaticiens, sont là également, sont à l'écoute et pour vous expliquer, pour vous orienter et vous aider, bien sûr. Aujourd'hui, on a sélectionné peut-être un noyau d'opérateurs, mais je peux vous rassurer que ne vous dites pas pourquoi moi et pourquoi pas lui, non. Ce sera des équipements qui seront étendus, élargis, installés sur l'ensemble des opérateurs progressivement. Mais nous espérons qu'ensemble, si on s'approprie tous les deux, privé comme public, ce projet-là, nous irons loin. Et j'insiste encore, il faut le considérer comme un moyen de simplification. Quand on passe du manuel à l'automatique, au moderne, vous allez voir que les relations sont beaucoup plus simplifiées et dans le traitement pour nous des données et pour vous aussi dans la transmission. Et à l'issue de cette première journée des travaux, notre équipe sur place a recueilli les réactions des responsables de la société japonaise et de l'expert qui anime l'atelier portant sur les machines enregistreuses. On l'écoute. Nous sommes aux impôts de Djibouti pour apporter une innovation dans le domaine de la gestion de la chose fiscale. Il s'agit d'une technologie nouvelle. Donc vous voyez le petit boîtier qui est chargé de faire transiter de manière automatique les données de vente qui sont archivées au niveau des impôts pour une meilleure suivi de la chose fiscale. Nous sommes la société japonaise PMC et en collaboration avec le service des impôts de Djibouti. Nous sommes là pour déployer depuis pratiquement un mois
le système pour la première fois à Djibouti. Nous avons eu à former à l'utilisation et au fonctionnement dans sa généralité aux agents techniques et tous ceux qui seront en charge de gérer le projet. Nous avons eu à effectuer une formation à leur égard et nous avons pour le côté des contribuables, nous avons eu aussi à former les contribuables par rapport à l'utilisation de la caisse enregistreuse que DGI a mis à leur disposition pour ce projet. Également dans l'actualité, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mayoub, a lancé aujourd'hui une série de formations portant sur la gestion axée sur les résultats. Cette seconde vague de formation destinée à tous les directeurs et chefs de service du MENFOP se tient au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental et se poursuivra jusqu'au 27 juillet prochain. La cérémonie d'ouverture qui a réuni à son lancement de nombreux hauts cadres et responsables du MENFOP sera animée par un spécialiste du suivi et évaluation sur l'appui à l'opérationnalisation de la gestion axée sur les résultats au sein du MENFOP, M. Mouchhin Daoud. Cette seconde phase donc de la formation sur la gare est axée sur le suivi et le pilotage au sein de chaque direction et service du ministère. Elle vise notamment à renforcer la qualité et l'efficacité du travail en élaborant des plans de travail adaptés à chaque direction et service. Dans son intervention, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah, a souligné l'intérêt que les objectifs de cette formation qui s'inscrit dans le cadre de l'instauration d'une politique de reddition de comptes et de la qualité au sein des différents départements du ministère. Votre planification annuelle de travail. Et donc, vous l'avez déjà fait la première mission. Cette fois-ci, c'est un peu plus en détail. Les tâches que vous allez exécuter presque quotidiennement. Et donc, ça vous donnera la possibilité déjà de vous cadrer par rapport à vos tâches, à vos missions. Ça vous permettra donc de voir quelles sont vos missions et ensuite comment vous les exécuterez. Et pour nous, ça nous permettra à un niveau, soit des directions, soit à un niveau des directions générales, même jusqu'au ministre, un suivi et un pilotage. La planification des activités fait partie de l'efficacité d'un service. Et donc mieux un service planifie ses activités, mieux il est efficace et mieux il peut répondre aux exigences de ses devoirs. C'est un atelier hautement important pour vous, mais aussi pour l'institution et pour les ministres. Les ministres voulaient au 31 juillet un tableau de bord de tous les services. Donc je vous souhaite vraiment un bon atelier et si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous aussi on est avec vous, n'hésitez pas à nous faire signe. Un atelier d'adaptation du curriculum des compétences de base de l'employabilité et de l'entrepreneuriat s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel des Acacias, organisé par l'Educational Development Center et l'USAID en partenariat avec le MENFOP, l'ANEFIP et la Chambre de commerce. L'atelier devra se poursuivre jusqu'au 20 juillet prochain. La cérémonie d'ouverture a vu la participation de plusieurs personnalités, à commencer par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah, des directeurs généraux de l'ANEFIP et de l'ETFP, l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et bien sûr la directrice du centre de formation de la Chambre de commerce de Djibouti, Idil Aden Robles. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne. Il est financé par l'USAID à hauteur de 25 millions de dollars sur une durée de 5 ans et vise à réduire le chômage en améliorant la disponibilité et la compétitivité de la main-d'œuvre en fonction des besoins du marché du travail. Depuis déjà un petit moment, nous avons donc des programmes spécifiques que nous avons développés et que nous espérons aujourd'hui, avec l'appui de nos partenaires comme USAID, EDC, le ministère de l'Éducation, réussir à développer pour rationaliser nos efforts et obtenir des programmes qui correspondent à la réalité de notre pays et qui vont, je l'espère, aider et contribuer à l'amélioration de la main-d'œuvre djiboutienne. Cela est très important, bien sûr, pour le secteur privé. Et la Chambre de commerce a, dans ce sens, justement, besoin, en tant qu'entreprise du pays, de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et professionnelle.
Il est à noter donc que ce projet est mis en œuvre par l'Educational Development Center, une ONG américaine qui intervient aux États-Unis et ailleurs dans le monde en partenariat avec le MENFOP, la Chambre de commerce de Djibouti et l'ANEFIP et vise essentiellement à faire en sorte que les formations proposées par le système de l'ETFP répondent aux besoins réels du marché du travail. Écoutons à ce propos un extrait de la formatrice. On est là dans le contexte d'un projet financé par USAID qui s'appelle le projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, ou PED. Et maintenant, on est ici aujourd'hui dans un atelier d'adaptation d'un curriculum de compétences de base de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Et ce sont des soft skills, des choses comme comment faire des objectifs et atteindre des objectifs personnels, comment travailler en équipe, comment communiquer, pour pouvoir assurer que les étudiants, quand ils terminent leurs études, peuvent vraiment trouver un emploi. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris donc avec tristesse le décès de M. Ahmed Arre Guedi, qui est survenu dans la nuit du vendredi 7 juillet dernier dans la ville de Harar en Éthiopie. Le défunt a été inhumé samedi 8 juillet dans la ville de Diridawa. Né en 1939 à Djibouti, recruté dans la gendarmerie française dans les années 60 et ensuite incorporé dans la gendarmerie nationale en 1977, le défunt était à la retraite depuis décembre 2003 au grade de capitaine. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Le moulid du défunt aura lieu le mardi 11 juillet, c'est-à-dire demain à Djibouti. Nous prions Dieu tout-puissant et tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Mossoul a été reprise des mains des djihadistes hier dimanche. Le principal bastion irakien de l'État islamique a été libéré. Les forces irakiennes savourent cette reconquête au terme d'une offensive de longue haleine qui aura duré près de 9 mois avec l'appui de la coalition internationale. Et pour le chef du gouvernement irakien, Haider al-Abadi, la victoire officielle ne serait qu'une question de temps. Ces dernières semaines, les soldats de la division d'Or, les troupes d'élite irakiennes, ont avancé maison par maison pour déloger les djihadistes reclus dans la vieille ville, un quartier où près de 2000 civils seraient toujours pris au piège. Le groupe extrémiste sunnite avait pris le contrôle de Mossoul et d'une large partie du nord et de l'ouest de l'Irak depuis 2014. Il tiendrait une dernière position sur près de 200 mètres acculés le long du Tigre, une zone encore visée par des frappes aériennes et où se faisaient entendre des tirs nourris en fin d'après-midi. Et enfin, au Venezuela, l'opposition vénézuélienne a célébré par des manifestations le 100e jour de leur mobilisation. Au Venezuela, au lendemain de la sortie de prison de Leopoldo López, l'opposant qui était en détention depuis près de 3 ans et qui est désormais assigné à résidence, l'opposition avait appelé à se rassembler à Caracas pour le 100e jour de protestation. Ils ont été quelques milliers à avoir répondu à l'appel. Cela fait plusieurs semaines que l'opposition manifeste presque quotidiennement dans tout le pays en appelant à des marches ou à des blocages de routes, des mobilisations qui ont fait 91 victimes depuis début avril. Ce dimanche, rassemblés sur l'avenue Francisco de Miranda, l'une des artères principales de la capitale, beaucoup de Vénézuéliens venus écouter les leaders de l'opposition étaient vêtus de blanc ou portaient des drapeaux du pays. Condamné à 14 ans de prison pour incitation à la violence après les manifestations de 2014 qui ont fait 43 morts, Leopoldo López a été transféré donc ce samedi à résidence surveillée. La Cour suprême a invoqué des irrégularités dans la procédure judiciaire et la santé du prisonnier. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Le garage Pyramide, spécialiste de toutes les marques auto, vous invite à profiter d'une offre spéciale. Une nouvelle formule pour votre sérénité et l'entretien optimal de votre véhicule. Un forfait vidange pour une année avec l'huile anti-corrosion Enoch pour augmenter la durée de vie de votre moteur. Et pour une durée limitée, recevez de l'additif carburant gratuitement. L'additif Enoch vous offre une économie jusqu'à 12% sur la consommation gasoil ou essence de votre véhicule. Pour mes
mes cheveux secs, c'est comme une renaissance. Nouveau Elseve huile extraordinaire de L'Oréal. 6 micro-huiles de fleurs rares capturées dans un shampoing. Une vraie métamorphose. Nutrition haute légèreté, brillance époustouflante. Extraordinaire. Même les cheveux les plus secs sont comme gorgés de vie. Nouveau Elseve huile extraordinaire de L'Oréal. Et pour une nutrition ultime, découvrez le nouveau Masque Baume huile extraordinaire de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. Be who you want to be. Go where you want to go. It's your journey. Merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Donc Ahmad. nous allons parler de cette liste, une liste, pas n'importe quelle liste bien sûr. Il s'agit d'une liste que a mis en place l'UNESCO et parmi lesquelles on peut trouver bien sûr les différents coins du monde qui sont passés dans la liste de patrimoine mondial ou patrimoine en péril. Alors nous savons que Hébron en Palestine, en Cisjordanie est passé dans cette liste. Quels sont les autres lieux du monde, Ali ? Eh bien donc la ville d'Hébron, vous l'avez dit, entre au patrimoine mondial de l'humanité malgré la colère d'Israël. La Jura Suabat en Allemagne donc et l'île d'Okinoshima au Japon rejoignent aussi donc la prestigieuse liste. La liste du patrimoine de l'UNESCO s'agrandit. Ahmad, Hébron en Cisjordanie, Vienne en Autriche avec le centre historique de Vienne qui rejoint donc aussi la liste du patrimoine mondial en péril en raison des projets de construction de grande hauteur dans le centre de la capitale autrichienne. Okinoshima donc au Japon, l'île d'Okinoshima, donc l'un des lieux les plus sacrés du Japon, représente une valeur universelle exceptionnelle pour l'humanité. Il a été inscrit sur la liste des sites culturels les plus précieux de la planète. L'île ne reçoit donc des visiteurs extérieurs qu'1 jour par an, le 27 mai donc. Leur nombre est limité à 200 hommes. Le reste du temps, un seul prêtre donc shintoïste y réside. Certains intervenants dans le débat de l'UNESCO se sont interrogés sur l'interdiction d'Okinoshima aux femmes qui pourrait donc constituer une discrimination pour eux. Mais la directrice du Centre du patrimoine mondial, Mechtilde donc Rosler, a répondu qu'un précédent existe, celui du mont Athos en Grèce, interdit également aux femmes. Jura donc au Souabe en Allemagne, 6 grottes dans la Jura Souabe dans le sud de l'Allemagne, fouillées depuis les années 1860, ont révélé des vestiges vieux de 33 000 ans et 43 000 ans de ces sites archéologiques du Bay de Wittenberg, témoignant donc d'un art figuratif parmi les plus anciens du monde, en contribuant à éclairer les origines du développement artistique humain, ont aussi été donc classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin, Asmara en Érythrée, la capitale de l'Érythrée, rejoint la prestigieuse liste. Située à plus de 2000 mètres donc au-dessus du niveau de la mer, la ville est selon l'UNESCO un témoignage exceptionnel de l'urbanisme au début du XXe siècle.
Merci donc Ali. Nous allons passer à présent au Sud-Soudan qui célèbre son 6e anniversaire, mais dans la peine. Eh bien donc dans la peine, vous l'avez dit, pour une 2e année consécutive, le plus jeune pays du monde ne célébrera pas son anniversaire en raison de la guerre civile qui donc fait rage dans ce pays. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a annoncé dimanche qu'il n'est jugé pas approprié d'investir le peu de fonds que le gouvernement donc dispose, tandis qu'une bonne partie de la population peine à se nourrir tous les jours. En s'adressant à la nation dimanche, le président a exhorté également à tous les groupes armés de respecter le cessez-le-feu déclaré unilatéralement par le gouvernement donc cette année. Or, des allégations veulent que les forces gouvernementales n'ont pour autant interrompu les affrontements. Le président Kiir a également réclamé le soutien de la communauté internationale dans le processus du dialogue national auquel il a octroyé 200 millions de dollars selon le professeur de politique comparée de l'université de Juba, un certain Jacob Scholl. Il s'agit donc toutefois d'un jeu politique pour que le président se sente donc en contrôle. Merci Ali pour toutes ces explications et ces précisions. Donc nous avons appris que Asmara, bien sûr, allait passer dans la liste des patrimoines mondiaux. La raison, bien sûr, qu'Asmara se situe à 2000 mètres d'altitude au niveau de la mer. Donc nous ne savions pas et c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Est. Merci à vous de nous avoir suivis et merci bien sûr de suivre cette édition et à très bientôt.